Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité, Gilles, pour participer à cette discussion. Et je pense que oui, c'est peut-être une bonne idée que je vous raconte comment moi j'entre dans le sujet de la ville numérique, car en fait, je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas technologue. Plutôt, donc, je suis formé en économie géographique et donc mon sujet de recherche, c'est la croissance ou la décroissance des villes, le changement dans la nature de l'économie urbaine, des systèmes de ville, des questions de convergence ou divergence des régions, tout ça. Et en fait, donc j'avais une sorte de, j'étais dans une conférence il y a 4 5 ans où donc je raconte l'anecdote qui m'a fait entrer dans ce sujet et pourquoi la démarche que je vais exposer ici aujourd'hui. En fait, je rencontre un homme qui, donc on est dans une séance sur la croissance urbaine et l'avenir des villes. Et il y a un homme là qui se présente comme le directeur mondial des relations universitaires de l'entreprise IBM. Homme très intelligente. Et à la suite de cette discussion, il me dit mais quand vous êtes en Californie, pourquoi pas venir nous voir? Parce que en fait, il m'a laissé comprendre qu'il avait pas mal de ressources à distribuer aux universitaires pour la recherche. Et je me suis dit, OK, pour financer la recherche, mes étudiants, pourquoi pas? Et je me suis dit, mais pourquoi, étant donné que moi, je ne suis pas formé en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que j'ai à contribuer à son équipe? Et donc, je monte à San Jose, donc Silicon Valley. Et en fait, là aussi, c'est assez intéressant cette journée-là parce que le temple sacré ou la montagne magique d'IBM se situe à l'extrémité sud de la Silicon Valley. C'est un campus et il vous donne une adresse et vous roulez, donc vous traversez les banlieues, le paysage banlieue de la Silicon Valley, typiquement californienne, des maisons, etc., centres commerciaux, et vous arrivez à la lisière de ces banlieues, et où commencent les collines, il y a des forêts de chênes, etc. Vous arrivez et vous avez votre navigateur et vous dites, mais je suis où là? Parce que c'est où le truc d'IBM, grande entreprise? Et alors vous arrivez à une borne, il n'y a personne qui vous demande donc de mettre votre carte d'identité. Okay, donc c'est comme une petite route de campagne. Et vous montez comme ça. Je dis, vous montez 7-8 kilomètres, rien. Vous dites, OK, d'accord, je poursuis. Deuxième donc, poste de gardiennage. Là, il y a poste de gardiennage automatisé. Faites la même chose. Et vous passez, vous continuez. Maintenant, vous êtes à kilomètre 9, 10, hein, au milieu des collines californiennes. Et ensuite, poste de gardiennage, une personne, et vous dites, ah, OK, là, c'est bon. Donc, vous arrivez, donc il y a le temple sacré, les 3 temples sacrés, donc les grands bâtiments, c'est un campus, tout en verre, miroir, couleur verte, pour fusionner, être un peu écolo. Et donc, vous arrivez, le campus high-tech de recherche d'IBM. Donc, déjà, c'est une image qui correspond bien à l'ambiance. Et en fait, donc, je passe un après-midi avec l'équipe de cet homme. Et l'équipe, donc, une quinzaine de personnes, dont lesquelles 3 ou 4 ingénieurs. Le reste, donc, c'est les psychologues, économistes, anthropologues, quoi d'autre comme discipline? Donc, sciences humaines, mais pas forcément donc sciences de l'ingénieur. Et multinationales, donc toutes les langues, toutes les cultures, je dirais, tous les continents représentés. Et donc, j'expose un peu ma recherche sur la croissance et la décroissance des villes, pourquoi certaines métropoles sont entrées
dans la nouvelle économie, parce que c'était en fait la recherche comparative que je faisais à l'époque. Pourquoi certaines villes ont réussi la transition vers la nouvelle économie et d'autres ont été moins performantes, etc. Donc les nouvelles divergences entre villes, etc. Et je me suis toujours en train de me dire, bah, ok, d'accord, mais pourquoi voudrait-il entendre ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait les intéresser? Et en fait, donc, vers la fin de la séance, il y a une personne, une Italienne, qui me dit, parce que moi, je leur disais, mais du point de vue de l'économie urbaine, ce n'est pas de l'économie pure. C'est un système d'interdépendance, d'externalité. Donc la ville est très, très réglementée. Et donc le marché et État, privé et public, sont indissociables quand on parle de la ville. Hein. Ce n'est pas comme d'autres marchés. Et cette chercheuse, elle me dit, elle n'est pas économiste. Elle me dit, oui, mais moi, je ne vois pas ça, parce que justement, on est là pour rompre tout ça. Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle m'a dit, tout ce qu'on travaille dessus ici, c'est justement pour éliminer l'intermédiaire. Je dis, vous voulez dire quoi par l'intermédiaire? C'est l'État. Elle me dit, en toute innocence, comme rien n'était. Hein? Oui, c'est évident que c'est pas efficient. Hein? C'est pas efficace d'avoir l'État comme intermédiaire des acteurs. Et donc, on va remplacer tout ça avec des plateformes qui vont mettre ensemble tous ces agents. Et donc, on va ouvrir une nouvelle époque d'une ville merveilleusement efficace, les possibilités de croissance, résoudre tous les problèmes d'externalité, de conflits d'intérêts, etc., avec la substitution des plateformes pour l'État qui est un agent extrêmement inefficace. Et je me suis dit, ah, d'accord, ok, maintenant je comprends. Mais effectivement, ils m'ont expliqué. Donc, comme vous le savez, ça correspond bien à l'idéologie ambiante. On peut se moquer de ça comme étant une pensée très naïve, n'est-ce pas? Et une idéologie futuriste, utopique de la Silicon Valley, où tous ces gens croient qu'ils vont évidemment rompre avec l'histoire de l'humanité, que c'est des solution givers et tout ça. Et ça correspond bien à la philosophie très libertaire, très anti-étatique qu'on trouve, cette sorte de techno-anarchisme de la Silicon Valley. N'empêche que je me suis dit, c'est un sujet intéressant pour réflexion et recherche. C'est-à-dire de prendre un peu de distance par rapport à ça. Et donc, en fait, et finalement aussi, ils nous ont donné de l'argent pour inviter les gens à UCLA, avoir une conférence, inviter des gens intéressants et avoir une discussion. Donc, moi, je me suis dit, donc, ma démarche, c'est justement d'aborder les effets des nouvelles technologies, sur cette question de gouvernance. Oui, donc, c'est une approche science humaine, pas science de l'ingénieur. Donc, cette approche institutionnelle, c'est de réfléchir sur quels sont les possibles effets de ces technologies sur l'organisation ou la prise de décision et la gouvernance de la ville. Voilà. Donc, on peut dire quel est le problème de la gouvernance. La ville, c'est un système d'interaction très complexe. Et on a dans les sciences politiques une des sortes de cadres théoriques qui s'appelle la théorie des principaux et des agents, Principal Agent Theory. C'est-à-dire, les principaux, c'est nous. C'est un groupe d'acteurs ou des citoyens, si vous voulez, et nous, on partage quelque chose en commun. Genre, j'habite dans un immeuble, donc je suis un principal de ce point de vue, et je partage avec mes voisins, oui, un intérêt commun, à savoir une vie agréable dans mon immeuble. Ouais. Alors que, donc, maintenant, il y a en fait deux éléments qui s'introduisent. D'une part, je partage avec mes voisins certaines choses, mais pas d'autres.
Moi, peut-être, je voudrais un immeuble très, je ne sais pas, très silencieux. Et mes voisins voudraient faire la fête. Hein? Bon, donc on peut avoir donc un intérêt en commun, un intérêt, une sorte d'intérêt en commun partiel avec un autre principal. Mais nous avons besoin de ce qu'on appelle un agent. L'agent, en fait, l'agent, ce serait le syndic. Ouais? C'est-à-dire que ça serait la copropriété et le syndic. C'est-à-dire que c'est des agents qui agissent pour nous, oui, et qui essaient de mettre en œuvre nos désirs ou nos préférences. Et donc, on est dans un système où il y a donc les principaux et un agent. Or, pour chaque principal, comme moi, il y a plusieurs agents. Par exemple, je ne suis pas non seulement habitant dans mon immeuble, je suis aussi habitant de mon quartier. Je suis aussi professeur des universités, alors que mon voisin, il est peut-être propriétaire d'une petite entreprise ou il travaille dans une grande entreprise. Donc, du point de vue de ça, moi, j'aime bien sortir au restaurant. Lui, non. Donc, moi, je travaille dans un quartier, lui, il travaille dans un autre. Moi, je prends mon vélo, lui, il prend sa voiture. Ça veut dire que lui, on va avoir des agents qui nous représentent dans chaque rôle de la vie, mais pas forcément les mêmes agents, parce qu'on va être membre de différents groupes, on peut dire. Hein? Donc, si on traduit cette observation des principaux et d'agents dans l'espace de la ville, donc maintenant, imaginons qui représente un espace donné. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de représentants ou beaucoup d'agents. Parce que pour chaque espace, il y a une division fonctionnelle du travail. C'est-à-dire il y a la voirie, donc il y a l'association du quartier, il y a de nombreuses, on peut dire, superpositions d'agents qui gèrent un seul espace. On n'a jamais consolidé tout ça. Et ça, il y a des raisons pour lesquelles il n'y a pas de consolidation. Donc, je clique où? Je ne vois même pas de curseur. Ah oui, on va... Jusqu'à là... Très bien. Trop facile. Super. OK. C'est juste de... Hein? On va faire ça. Excusez-moi là, mais c'est un peu... Ce logiciel n'est pas terrible. Non, on va essayer de remonter là. OK. Voilà. On fait plein écran là, c'est... je vois pas. C'est étrange, c'est pas... Très bien. Donc, pour chaque espace de la ville, il y aura une sorte de géométrie variable de principaux, d'agents, oui, et donc une superposition d'agents. OK, même question. Comment faire défiler ça? OK, ça marche mieux. OK, donc... maintenant, considérons qu'il y a le problème derrière tout ça.
Il y a aussi en sciences politiques ce qu'on appelle le théorème d'impossibilité de Kenneth Arrow. Et donc, en fait, pour lui, il identifiait ce qu'il considérait comme le problème central de tout système démocratique. Il est impossible d'agréger tous les intérêts dans une seule fonction hiérarchique qui optimise toutes les préférences. Non, ça va bien à l'encontre de l'idée qu'on a en France de la volonté générale ou de l'intérêt général. Parce que justement, Arrow disait qu'il n'y a pas d'intérêt général, ou disons que s'il y en a, il y en a un, on ne peut pas le découvrir. Oui? Ça ne se révèle pas facilement, parce que justement, moi je voudrais un quartier silencieux et vous voudrez faire la fête. Et donc, c'est quoi l'intérêt général entre nous deux? Donc, le problème est que donc, pour chaque principal, il y a de multiples préférences et pour chaque principal, il existe de multiples agents qui correspondent à ces différents domaines de gouvernance et de gestion. Donc, et souvent, c'est qu'on arrive à exactement ce que Arrow identifiait comme problème de la frustration qu'on éprouve dans tout système démocratique, à savoir que l'agent a tendance à choisir les préférences médian. Ouais? Et ce qui veut dire qu'on est tous plus ou moins satisfaits. Et beaucoup en restent insatisfaits parce que justement, il n'y a pas de point qui optimise ou qui représente toutes nos préférences. Donc, une sorte de triple... Ça, donc, on peut construire sur la base de ces deux concepts l'idée que le problème de gouvernance de toute ville aujourd'hui, qui est une sorte de triple impossibilité. Pour chaque agent, impossible de faire un miroir parfait de ses préférences et ses principaux. La superposition de multiples agents pour chaque espace urbain et le fait est que pour chaque, ici on redescend au niveau de chaque principal, que la représentation, l'agrégation de nous, oui, par plusieurs agents, oui, va nous rendre un peu fous. C'est-à-dire qu'on le vit quotidiennement. Chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, on se dit « mais pourquoi il faut que j'appelle un tel ou tel? Personne ne parle à l'autre. C'est très difficile d'aligner tous les services pour résoudre mon problème. » C'est exactement le vécu que nous avons de la démocratie dans sa forme organisée, concrètement organisée. Et donc, il y a dans le discipline d'urbanisme, de sciences politiques, d'aménagement urbain, il y a depuis 50 ans, un demi-siècle, un débat sur justement la réforme de la gouvernance urbaine. Et le rêve, évidemment, des aménageurs était pour longtemps que, oui, on va consolider tout ça. Il faut une machine administrative, il faut tout réunir sous un seul autorité et on va donc éliminer tous ces conflits, toute cette inefficacité. Donc c'était en fait le regional governance ou le consolidated metropolitan governance. Et on le trouve dans l'ouvrage classique de Robert Wood, ça date de 1961, où il étudiait la gouvernance de la région new-yorkaise et il disait qu'il y a 1400 gouvernements. Oui? Et donc, à notre époque, ça prend forme dans le discipline dans les disciplines économiques sur le sigle Local Public Choice Economics, c'est-à-dire quelle est la configuration des agents, hein, qui permet, hein, de gouverner, de mieux assurer ou de représenter les différentes volontés ou désirs des citoyens et arriver à un intérêt général commun. Tout en sachant qu'il y a beaucoup, au moins chez les académiques, beaucoup de scepticisme par rapport à l'idée qu'il existe un seul point optimum et que plutôt l'idée est qu'il faut vivre avec. Il faut vivre avec cette complexité parce que la société est complexe. La société est composée de personnes avec de divers types d'intérêts, de désirs, et aussi c'est une société en mouvement. Donc on n'est pas un seul peuple uni
comme souvent on l'imagine. Donc, évidemment, le problème est que c'est un système qui laisse énormément on peut dire, d'insatisfaction. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients. D'une part, il y a une très grande obscurité d'information. C'est-à-dire que, littéralement, souvent, on ne sait pas qui fait quoi. Oui? Pour un lot de foncier urbain, et je pense que ça relève justement de la précédente intervention, on vit sur une sorte de voile d'obscurité. On ne sait pas exactement qui fait quoi ou combien d'autorités vont intervenir pour chaque modification de l'utilisation du sol urbain. Ce qui est quand même intéressant quand on considère que dans des sociétés des sociétés développées et qu'on n'a pas cette clarté sur qui fait quoi. Hein? Donc, la condition existentielle dans laquelle nous vivons, c'est chevauchement, fragmentation, conflit, obscurité, et d'où donc une grande difficulté à reformer et à modifier toute gouvernance. Parce que justement, il n'y a pas un levier, il n'y a pas un bouton à appuyer sur on va modifier ça. Justement parce que chaque fois qu'on touche à une partie du système, il y a toutes sortes d'autres parties qui sont là en relation avec ça et qui souvent figent le système. Et d'où notre frustration. Et en même temps, donc, lorsqu'on propose comme des sortes d'utopistes de la gouvernance, hein, comme des urban planners, des réformateurs urbains, oui, on va mettre une seule autorité avec tout le pouvoir, là, il y a un lever de bouclier. Oui? Immédiatement, il y a tous les quartiers, tous les intérêts qui disent non, touchez pas. Touchez pas parce que moi, ça me convient. Touchez pas parce que j'ai une peur d'une perte, justement, d'influence ou d'autorité. Donc, le système est extrêmement difficile à reformer. C'est ce qu'on dit d'ailleurs même à l'échelle de l'État. En France, quand on parle de la millefeuille administrative et l'impossibilité de le reformer, juste on avance par superposition. Et ça, ce n'est pas seulement français, c'est presque partout pareil. Pour ces raisons-là. Donc, d'où la question. Est-ce que, selon mes amis à la Silicon Valley, est-ce que les nouvelles technologies, est-ce qu'elles modifient la donne? Oui? Est-ce que donc, elles modifieraient la donne comment? Possiblement par réagrégation des principaux et d'agents, pour reconfigurer des rapports entre groupes et leurs agents. Peut-être par la réduction radicale des coûts de transaction, ou peut-être par une sorte de mise en lumière de qui fait quoi. Donc c'est ça que je voudrais je voudrais explorer un peu avec vous. Et donc maintenant, une autre observation sur un agent. Et par agent, je voudrais dire tout ce qui est donc agent dans le sens public du terme. C'est-à-dire qu'en fait, un agent, c'est un État, ou c'est de domaine public, c'est une autorité. Okay? Donc, c'est quoi qui fait essentiellement ces agents? Hein? Si on voit vraiment le cœur de ces fonctions, c'est en fait une fonction de list keeper, c'est-à-dire il maintient des listes, des informations qui monopolisent. Hein? C'est-à-dire la ville, par exemple, détient le monopole sur les listes, notamment des titres de la propriété, oui, des droits de propriété. Donc, au cœur de l'autorité de la ville sur l'aménagement urbain, c'est cette capacité de savoir qui est le propriétaire de qui et est-ce que j'autorise le transfert de propriété. Et avec ça, ça me donne beaucoup de pouvoir, en fait, d'intervenir sur le changement dans les fonctions attribuées à chaque morceau de foncier urbain. Donc, au cœur de l'autorité de l'État, c'est cette fonction de liste, hein, de maintenir une liste. Et donc, parce que la liste donne la possibilité de coordonner les principaux. Si je vends et vous achetez, hein, l'agent, c'est-à-dire l'État, c'est l'intermédiaire dans l'enregistrement, donc le listing, de la transaction.
et donc dans la régulation et réglementation de tout ça. Et bien sûr le monitoring, c'est-à-dire que ça donne à l'État, à l'agent, la capacité de contrôle et d'évaluation de ce qui est fait par les uns et les autres, à quel prix, et donc d'intervenir sur les conditions et d'essayer éventuellement de modifier tout ça, hein, d'inciter. Donc tout cela est sous-tendu bien sûr par un mélange de confiance, autorité, de droits, de responsabilités, de sanctions, de procédures. Donc au cœur de tout État moderne, c'est le list-keeping. Et d'ailleurs, je me réfère là pour monter un peu en big theory. On sait que maintenant que les dernières réflexions justement sur l'avènement de tout État dans le sens moderne du terme, c'est la conjoncture de trois choses, hein. L'humanité se sédentarise, on a de l'agriculture qui est donc le mode sédentaire, donc on abandonne la société de chasseurs-cueilleurs. Et avec ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout l'appareillage de l'État moderne. On devient donc la capacité de surveiller, classer, mesurer, réguler la vie sociale, économique, de maintenir des systèmes de prix et surtout de maintenir les êtres humains dans les différents rôles différenciés dans une division du travail. Ça, c'est vraiment l'État, et ça dure depuis 5000 ans, oui. Et au cœur de ça, c'est justement, donc, on ajoute donc une troisième condition, l'écriture, qui permet tout ça de prendre la forme des listes. Oui? Donc le listing, c'est l'autorité, c'est le cœur de ce qui fait l'État moderne et toutes les agences de l'État. Oui? Donc là, on est comme je vous ai dit, là, on peut considérer la ville comme un exemple particulièrement complexe et problématique de cette list keeping, parce que la ville est une sorte d'énorme croisement de listes. Oui? C'est-à-dire avec cette géométrie variable des agents qui interviennent ou qui détiennent l'autorité sur le sol urbain et sur la vie en ville, ces infrastructures, le sol, la propriété foncière, l'habitat, l'environnement, les différentes sortes de permis, de licences, etc. Tout ça, cette superposition d'autorité, c'est justement une superposition et croisement de listes, oui, avec tous ces différents agents. Donc, en quelque sorte, pourquoi, donc, comme je vous ai dit, il y a une grande obscurité due à cette complexité. Il y a une sorte de palimpseste de listes, hein. La ville est une énorme palimpseste d'informations de listes, sauf qu'on ne le voit pas. On ne peut pas le voir, c'est trop complexe. Et comme justement on a dit dans la précédente intervention, l'une des promesses ou possibilités des nouvelles technologies est de mettre en lumière ces listes et de mettre en lumière la superposition d'autorité et de qui fait quoi. Donc, tout ça sous-tendu par la trust et la confiance. Donc maintenant, je pense que là, c'est juste pour un peu donner un sens de ma démarche. Et moi, je voudrais juste réfléchir sur quelques avenirs possibles pour les rapports entre principaux et agents et la fonction de list keeping, de régulation des transactions, ces avenirs possibles qui sont vraiment suggérés par différentes phases, on peut dire, de mise en œuvre de ces nouvelles technologies. OK? Donc, la première, j'ai déjà décrit. C'est ce que moi, j'appellerais la ville administrée. C'est-à-dire la ville gouvernée telle qu'elle est gouvernée à l'heure actuelle. Hein? C'est un système d'administration croisé, plus ou moins efficace, avec pas mal d'inconvénients, de très très grands coûts de transaction, pas mal de frustrations, difficile à changer, assujetti à différentes sortes de défaillances, mais aussi permettant, et je pense que c'est le point fort,
permettant beaucoup de points d'intervention des citoyens. Oui. Donc, c'est une tentative d'avoir un système très poreux pour que, justement, on a l'impression qu'on n'est pas gouverné par un dictateur, mais on a un système participatif de gouvernance qui permet plus ou moins de représenter au moins une partie des désirs et des volontés des citoyens, des habitants, des résidents et autres. Mais bon, c'est quoi donc les différentes sortes de possibles transitions? Et moi, je vais parler de la transition qui est déjà bien en cours, la ville partagée, la shared city. Je voudrais évoquer la transition du point de vue de la compréhension, de la recherche sur la ville, donc la ville comme terrain d'analyse, micro-agent data analysis, la ville algorithmique en devenir, une extension de ça, la ville algorithmique et machine learning, et ensuite, plus radicalement, welcome to blockchains. Donc, OK. Là, système ville administrée à la ville de partage. En fait, si on voit ce qui s'est déjà passé avec les grandes plateformes comme Airbnb et Uber, on dit, bon, économie de partage, c'est une étiquette très idéologique, évidemment, très utopique. On peut mettre de côté, je pense, cette utilisation, j'aime pas du tout, parce que je trouve que c'est justement extrêmement idéologique. Mais en fait, quelle est donc l'importance de ces plateformes? En fait, c'est de contourner carrément l'autorité de l'État. Ouais. Et donc, avant, les principaux souhaitant se déplacer en taxi devaient passer par l'agent qui délivrait le permis de taxi au prestataire de service, n'est-ce pas? Maintenant, c'est plus ou moins en voie de disparition. Ouais. Maintenant, on passe par l'agent plateforme, hein, en l'occurrence Uber ou d'autres, et les prestataires passent aussi par l'appli. Hein. Et donc, toutes les fonctions qui étaient jadis monopolisées par l'agent public sont en fait transformées et remplacées par l'agent plateforme, qui est privé et pas public. Hein. Et toutes les fonctions, hein, notamment le list keeping, qui est donc la fonction principale, hein, et le contrôle et la vérification, mais aussi la confiance, les sanctions, la régulation d'offres, donc formation de demande et de prix. Tout cela passe, oui, ça passe de l'État aux plateformes. Donc, je pense que là, on est vraiment dans un système de changement assez radical. Non, ça ne veut pas dire que l'autorité de l'État a disparu, mais force est de constater que l'État dans l'affaire est vraiment affaibli par rapport à sa capacité de réguler ce marché. Oui. Et donc, c'est ça le fameux idéologie de Silicon Valley, disruption, hein? Disrupt everything, perturber everything. Et c'est exactement ce que j'ai découvert cet après-midi chez IBM, c'est ce qu'ils entendent faire, hein? Ou au moins c'est dans leur idéologie officielle. Oui. Donc, bon, je pense que là, la vraie importance de cette ville, de ces plateformes, de ces aspects de la ville partagée, c'est aussi, comme a évoqué l'intervention précédente, là, c'est qui le propriétaire des informations produites sur les plateformes privées, hein, qui gère la plateforme. Hein. Il y a, je ne sais pas si vous avez vu, je les recommande, deux ouvrages excellents écrits par l'un des sortes de fondateurs en fait de l'intelligence artificielle, Jaron Lanier. Il a écrit un livre qui s'appelle You Are Not a Gadget et le deuxième s'appelle Who Owns the Future. Et je ne sais pas s'ils sont traduits en français. Oui? Non? Bon. Et donc, en fait, lui, il attire notre attention sur le fait que nos données partent gratuitement dans les serveurs, comme on le sait, dans les serveurs de GAFA et autres. Oui? Et il dit, bah, c'est curieux,
que personne n'a mis en place, notamment dans les villes, qui est donc devient une grande Internet of Things, que personne n'a mis en place ni de la transparence sur la création de ces données, ni sur là où les données sont stockées et comment ils sont utilisés. Et il n'y a pas une mise en place non plus d'un système de micro-paiement. Pourquoi est-il que nous, on donne nos données gratuitement et personne ni nous rémunère, ni nous demande notre accord, etc., pour justement, lorsque on vit dans l'espace urbain de plus en plus, où il y a de plus en plus de capteurs, hein, qu'on n'a aucune maîtrise, ni individuelle, ni publique, sur les flux de données, leur destination, leur utilisation. Donc, c'est ça, évidemment, le grand modèle de GAFA. Hein. Rien n'est vraiment gratuit dans ce monde, et on sait que le modèle économique, donc la valeur de ces entreprises, et la valeur des données qu'ils captent et les utilisations qu'ils en font. Donc, c'est une externalité économique et privatisée, donc partage, je ne sais pas. Donc là, on en est là. Okay? On est à un stade où la disruption a eu lieu. Et la question est de savoir, est-ce que nous avons des moyens, justement, de gouverner cette disruption? Donc, première question que je voulais poser. Deuxième, c'est comment on voit la ville, c'est-à-dire la ville comme terrain d'analyse et de fabrication des politiques. Jusqu'ici, si on est chercheur, par exemple, si on fait de la sociologie urbaine ou économie urbaine, on a été censé de voir la ville avec des grands agrégats de données. Ça, c'est un problème pour un chercheur comme moi. Moi, je vois donc les quartiers et on me dit, dans ces quartiers, le moyen de revenu est X et dans un autre quartier, le moyen de revenu est Y. D'accord? Mais pour moi, évidemment, derrière ça, il y a toutes ces sortes de distributions d'individus. Supposons qu'un quartier a un niveau de revenu moyen X, mais il y a une grande hétérogénéité de quartiers. Donc, en fait, ce qui est obscur pour moi, ce qui n'est pas vu en tant que chercheur, c'est les agents, c'est-à-dire que c'est les personnes. Et donc, ça a toujours été un problème pour toute analyse en sciences humaines, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données, micro-données sur l'acteur. Mais de plus en plus, avec justement la ville numérique, on arrive à avoir des données à l'échelle de plus en plus précise, de plus en plus micro. Ce qui veut dire qu'on est maintenant, bon, je me réfère dans le diapositive à un projet à Boston où ils ont numérisé beaucoup de données sur les comportements, notamment dans la ville, et ils arrivent à comprendre, par exemple, pourquoi il y a plus de violence ou plus de dégradation dans un quartier ou un autre. Et ceci est par le fait qu'ils peuvent identifier l'acteur, l'adresse précise, oui, l'heure où ça s'est passé. Donc c'est un peu, vous voulez dire là, oui, mais d'où la protection des données et la vie privée. Bonne question, on en reviendra. Mais en fait, on est au bord d'une nouvelle science urbaine. Oui? C'est-à-dire que très très bientôt, je pense qu'au moins dans le monde de la recherche, on va pouvoir décomposer les comportements à une manière qui va révolutionner notre pensée sur ce qui est de vivre en ville, c'est quoi un quartier, c'est quoi les interactions, et c'est quoi l'interface entre famille, vie privée, vie urbaine, vie de quartier. Tout cela va être remis à plat par l'utilisation des microdonnées, les microdata sur les comportements. Mais donc, se pose évidemment la question de l'utilisation. Hein? Parce que là, si déjà à Boston, ils peuvent vous dire qu'il y a de la violence dans un quartier parce qu'une seule famille a eu des problèmes, et dans cette famille, la violence a commencé dans la sphère privée,
et que ça a débordé parce que les enfants de cette famille-là devenaient, pour ainsi dire, des voyous du quartier et qu'il y avait un effet de contagion du quartier par le fait que, donc, d'une famille, les mauvais garçons, souvent c'est des garçons, donc là, on est bien sûr dans le terrain de public et de privé sans précédent. Et ça, sans utiliser des données publiques. C'est juste qu'ils grattent Internet pour ça. Oui? Et donc, c'est de la science sociale qui tient la route. Donc, de nouveau, on va faire ça. Parce que, donc, est-ce qu'on va être devant une nouvelle génération de social and architectural engineers? Parce que déjà, je peux vous garantir que les chercheurs, ils y vont. Oui? Donc, et d'ici 5 ans, on va avoir des capacités de faire ces associations entre public et privé qui dépassent totalement les cadres réglementaires existants. Donc, pour moi, un grand défi. OK, ville algorithmique. Donc, je pense que là, on a la Smart City. Hein, c'est le rêve des ingénieurs. Je pense qu'on a parlé aussi beaucoup de ça. Je pense qu'il y a quand même donc quelques questions que j'ai déjà évoquées qui dans la Smart City, quand la ville devient une sorte de grande superficie où on met des capteurs partout, un grand Internet of Things, qui gère ça. Et j'étais ravi d'écouter que dans la ville de Lyon, ils sont en train de réfléchir justement sur un système de gestion ou de opt-out des données par justement la personne. Je pense que ça, c'est un énorme progrès. Pour l'instant, oui, on est vraiment juste tout au début. Mais il y a aussi, je pense qu'il y a un autre enjeu. Et moi, j'ai été sensibilisé à ça justement en dialoguant avec le vendeur IBM. Parce que ce qu'on voit, en fait, est que, surtout dans les villes de petite et moyenne taille, ils n'ont pas les moyens de faire le propre coding, ni d'écrire le propre algorithme. Donc, en fait, c'est le vendeur. C'est le vendor package, oui, qui déjà... qui incorpore, on peut dire, l'algorithme. Mais la question est, quelles sont les priorités de l'algorithme? Parce qu'il y a toujours des priorités. Et on avait un débat à UCLA, c'était très intéressant, où en fait, une représentation d'un quartier populaire disait par un exemple qui pourrait paraître très banal. Donc, prenons un quartier populaire et un quartier plus riche. Et donc, il y a la gestion de l'éclairage urbain. Et donc, on a un vendor package et on essaie d'optimiser, évidemment, la maintenance de l'éclairage urbain. Or, supposons que dans le quartier populaire, d'une part, il y a une fréquence de dysfonctionnement de l'éclairage urbain plus élevée, parce que souvent, il y a des questions de violence ou de dégradation, mais aussi où l'éclairage urbain est plus important pour la sécurité, justement parce qu'il y a plus de risques. Et le vendeur, il dit, non, mais je suis ingénieur, donc moi, ce n'est pas mon problème. Les problèmes d'équité sociale, non, je suis là pour optimiser le nombre de fois où les services passent pour réparer l'éclairage. Et moi, je ne prends pas en compte les questions d'inégalité sociale ou du quartier. Donc là, c'est l'algorithme. Et donc, les questions est qui va écrire l'algorithme. Et quand une ville achète le vendor package, oui, c'est les ingénieurs souvent très lointains et formés dans d'autres perspectives qui écrivent l'algorithme. Donc, il y a une question de justice sociale. 2 derniers points. Donc, si on étend ça, il y a la ville algorithmique avec machine learning. Donc, les algorithmes, pour ainsi dire, qui commencent à évoluer, oui, eux-mêmes, oui, c'est-à-dire par feedback de données, hein, l'algorithme va évoluer. Donc, et là, on est devant cette division du travail et division de services. Si donc on peut contenir, reprenons l'exemple de l'éclairage urbain, si l'algorithme ne touche qu'à ça, donc l'algorithme évolue et il se dit, bah d'accord, j'ai compris que voilà, il y a besoin d'évoluer l'algorithme pour améliorer mon propre efficacité
Et moi, algorithme, je suis cantonné à un seul domaine d'application. Mais ce n'est pas sûr que l'algorithme avec machine learning va nécessairement être cantonné à ça. Ça dépend. Oui, ça dépend de la porosité entre bases de données. Et justement, puisque la porosité entre bases de données s'accroît de manière vertigineuse aujourd'hui, l'algorithme va commencer à puiser sur données d'autres domaines de gestion de la ville. Et qui va à la fin savoir gérer le processus de machine learning qui va s'automatiser et s'autonomiser éventuellement. Donc, à mon avis, grande question qui est très peu abordée. Et dernier point. Moi, je pense que le plus intéressant, radical et incertain est l'avènement du blockchain. Blockchain, donc, en fait, c'est un système de contrat auto-exécutable. C'est derrière le système Bitcoin. Oui? Et en fait, c'est donc un système de rapport entre principaux et agents, de nouveau, pour reprendre ce langage-là. C'est un système qui permet, par deux systèmes de code et un code d'accès mutuel, de créer donc un rapport qui s'auto-exécute lorsqu'on transmet le code d'ouverture du blockchain à l'autre partie de la transaction. Mais donc, si la ville est un grand système de list keeping et en fait d'exécution de contrats entre agents privés, mais aussi entre différentes autorités, et on vit dans un monde où le blockchain devient de plus en plus la manière en fait, d'exécuter des transactions entre agents privés. Donc, moi, je vends, vous achetez. On fait un blockchain. On est toujours obligé de passer par le notaire. Oui. En principe, on est toujours obligé de passer par l'État pour l'enregistrement de cette transaction et pour faire valoir le titre de la propriété. Mais effectivement, ce qui commence à se passer, évidemment, est qu'on commence à grignoter, notamment sur les intermédiaires. C'est quoi le notaire, hein? Et tout ça, mais aussi sur le système de vérification. Parce que ça, c'est le cadastre urbain et l'histoire, oui, des transactions, et justement le monopole de l'État, oui, le monopole du public sur la légitimité de la propriété. Et c'est juste un exemple. Clairement, ce qui se passe, même si l'État retient une certaine autorité de tamponner ou de valider le blockchain, en fait, les vraies informations de plus en plus passent dans le blockchain. Hein? Et donc, on peut dire le centre de pouvoir commence vraiment à se déplacer. Donc, ce que je veux dire est que là, on est devant un changement vraiment radical. Et dernier point, blockchain avec machine learning. Les blockchains qui apprennent, oui, d'autres, c'est-à-dire qui sont capables d'observer l'ensemble des transactions algorithmiques et autres blockchain transactions dans l'espace urbain ou dans la société, et de se réécrire en temps réel pour optimiser les transactions entre agents, comprenant évidemment prix, demande, conditions, etc. Donc ça peut paraître comme un peu comme la science-fiction, mais moi je dirais que ce n'est pas de la science-fiction maintenant, c'est de la réalité très proche. Donc tout ça pour dire que moi je pense que la question que je me pose est est-ce que je pense qu'on est devant un possible bouleversement, oui, du système de agents de principaux et de l'autorité, et donc de la gouvernance urbaine. Voilà, donc c'est juste une manière d'ouvrir, j'espère, une... Merci Mike.